Promutuelle est... là. La 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 la. Oui, oui. Moi, vous leur avez déjà fourni des nichoirs. Moi, j'en ai fourni quelques-uns. On a installé le gros nichoir d'hirondelles rustiques. Moi, là, depuis que je suis toute jeune, là, je dirais de 3, 4 ans, 5 ans, mon meilleur terrain de jeu, c'était l'extérieur de la maison qu'il y avait autour de chez nous. C'est vraiment là que j'avais le plus de plaisir, le plus de fun. Puis, je me suis toujours beaucoup intéressée au monde du vivant qu'autour de moi. J'observais énormément. Puis je dirais qu'autour de 8-9 ans ou autour de mes 10 ans, disons, là, mon père a commencé à installer des mangeoires d'oiseaux dans la cour. C'est là que mon intérêt pour les oiseaux a vraiment commencé. Oui. Donc, des fois, il suffit, avec la faune, là, il suffit d'un petit élément qui va faire en sorte que ça va fonctionner ou pas. Puis c'est un petit peu ça aussi le travail des techniciens du milieu naturel ou des techniciens de la faune. Moi, je suis à la CAPSA depuis presque 20 ans maintenant déjà. Il faut dire que la CAPSA, c'est un organisme de bassin versant. Donc, tout ce qui concerne les enjeux de l'eau, pour les rivières, que ce soit l'eau potable ou toute la biodiversité qui est en lien avec ces milieux-là. C'est des enjeux sur lesquels on travaille. Des organismes de bassin versant comme la CAPSA, en fait, on travaille avec les citoyens, la population, les municipalités, en fait, tous les gens du milieu là, pour essayer de soit résoudre des problématiques en lien avec l'eau ou travailler à faire en sorte que l'eau qui appartient à tout le monde soit bien utilisée puis qu'on en conserve la qualité là, pour les années futures. La CAPSA couvre un très grand territoire, je crois. Hein? Oui, c'est si ma mémoire est bonne, j'oublie tout le temps, je n'ai pas de mémoire de chiffres, là, mais c'est autour de 3000 km² qu'on couvre. Ça inclut le bassin versant de la rivière Sainte-Anne, qui, elle, prend sa source dans la réserve faunique des Laurentides, puis se jette à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Oui. Donc, elle traverse là, tout le secteur de Saint-Raymond, Sainte-Christine, Saint-Casimir, jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Pérade. On a aussi le bassin versant de la rivière Port-Neuf, qu'elle prend sa source au lac Sergent et au lac Sept-Îles, puis se déverse dans le fleuve à Port-Neuf. Puis tous les petits cours d'eau là, entre Port-Neuf et Sainte-Anne-de-la-Pérade qui jettent directement au fleuve, ça fait aussi partie de notre territoire. C'est un secteur qu'on appelle la Chevrotière. Tous ces trois grands ensembles-là, c'est notre zone d'intervention. L'hirondelle à front blanc a été malchanceuse quand les animaux ont cessé d'aller à l'extérieur. La boue là, près des étables, c'était là qu'on les voyait le plus souvent. Aujourd'hui, on n'a plus ça, pratiquement. Non. Effectivement, on parlait le changement là, dans l'agriculture, ça c'est un élément que presque plus d'animaux dehors.
Donc, ça change beaucoup de choses. Les animaux à l'extérieur, non seulement ils apportaient des fertilisants naturels, Oui. mais ça faisait en sorte aussi qu'il y avait plus de champs qui n'étaient pas en culture, plus de pâturage. Puis ça, c'était propice à la nidification au sol. Et puis aussi, ça exigeait l'implantation de clôtures. Oui. Puis on sait qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui recherchent ce genre de perchoir-là, soit pour chasser, soit pour faire la cour aux femelles. On pense à la Sturnelle des prés, la maubèche des champs aussi aime beaucoup les piquets de clôture. Mais les piquets de clôture, ils ont disparu du paysage. Fait que c'est d'autres éléments comme ça. Même pour ce qui est de le bétail extérieur, ça a affecté des oiseaux comme le vacher à tête brune, qui, lui, se nourrit d'insectes Sur le dos qui sont sur les bouses de vache, carrément. Oui. Et sur le dos des animaux, Et souvent sur le dos aussi, des là. animaux. Fait que, dans la région, il y a seulement un endroit à Saint-Alban que j'ai observé le vacher à tête brune. Nous, la CAPSA, depuis justement 20 ans et plus, là, on fait beaucoup d'aménagements en milieu agricole, en bordure des cours d'eau. Donc, on revégétalise les bandes riveraines, surtout. Et puis là, ces bandes riveraines-là qu'on a aménagées il y a 15-20 ans sont rendues quand même bien développées, avec des beaux arbres et tout ça. Puis, le ministère de l'Agriculture avait un projet, un mandat à nous donner pour aller vérifier puis essayer d'améliorer les aménagements en milieu agricole pour les oiseaux champêtres, les oiseaux de prairie. Puis nous, on a vu là l'occasion d'aller vérifier aussi comment nos bandes riveraines qu'on a aménagées il y a plusieurs années sont utilisées aujourd'hui par la biodiversité qui inclut les oiseaux. Donc, c'est comme ça que la CAPSA, on s'est intégré là, dans le côté de l'ornithologie. Ton oiseau préféré, s'il y en a? Oui, il y en a. C'est le goglu. Moi, je pense que dans les oiseaux champêtres, là, le goglu, parce que, d'abord pour son chant, c'est vraiment un chant incroyable. On dirait que ça sort tout droit d'un jeu vidéo, le chant qu'il fait. Puis aussi parce que c'est un oiseau, je dirais, emblématique du milieu agricole, en ce sens que il niche au sol, dans les prairies, les champs de fourrage, les champs de foin. Puis pour moi, c'est en milieu agricole, en tout cas, c'est le type de culture qui est le plus harmonisé aux besoins des oiseaux champêtres. Bien que les techniques de culture de fourrage ont changé ces dernières années, puis ça se montre. Ces changements-là ne sont pas à l'avantage des habitudes des oiseaux champêtres. Reste pas moins que c'est des cultures qui apportent beaucoup de diversité au niveau des fleurs, des insectes. Donc, ça profite aux pollinisateurs, etc. Puis à beaucoup d'oiseaux comme le goglu qui malheureusement, là, avec les changements qu'il y a eu dans le paysage agricole dans les dernières années, fait en sorte que le goglu maintenant est sur la liste des espèces en péril au Canada. C'est les coupes hâtives qui ont fait que son milieu de nidification est affecté. Exact, exact. C'est ça. Maintenant, autrefois, ceux qui cultivaient le foin, on pouvait parler d'1 à 2 coupes de foin dans l'été. Maintenant, la plupart du temps, on parle de 3 coupes de foin. Même il y a certaines régions, certaines saisons, quand elles sont bonnes, qui sont capables d'aller en faire jusqu'à une 4e. Mais surtout, c'est que les coupes de foin se font de plus en plus tôt. Donc, en plein dans la période de nidification des oiseaux champêtres, comme le goglu, qui niche au sol. Donc, quand l'agriculteur va au champ pour faucher, si les oiseaux sont en pleine nidification, bien évidemment, ça dérange. Une fois que le foin est coupé, si la faucheuse a épargné le nid puis l'oiseau, mais là, il n'y a plus de couvert. En fait, le nid se trouve complètement exposé au soleil et aux prédateurs. Donc, ça augmente la mortalité. Si les jeunes sont assez développés pour pouvoir se déplacer, sortir du nid puis aller se réfugier quelque part, il reste que souvent le chemin là, pour se rendre à un abri va être aussi périlleux, va les mettre en danger. Donc, il y a des fois ce qu'on essaie de voir avec les agriculteurs, c'est peut-être de changer certaines techniques. Je comprends que selon les productions agricoles, ils n'ont pas toujours le choix de la période pour faire les coupes. Le temps, souvent, est un gros facteur. Exactement. Ils sont à la course.
Exactement. Mais on essaie de voir avec eux s'il n'y a pas moyen de changer, par exemple, le patron de coupe. Au lieu de partir faire le tour du champ et aller vers le centre. Et donc, si les oiseaux se déplacent, ils se retrouvent toujours à aller se réfugier vers le centre. Puis à la Où fin, la faucheuse va passer. Oui, c'est ça. Ils se retrouvent concentrés au centre à la fin, puis ils se font malheureusement attraper par la faucheuse. Mais on essaie de les inciter à faire leur coupe, à partir du centre, en allant vers l'extérieur. Comme ça, au moins, les oiseaux finissent par se retrouver dans les bandes riveraines ou les bandes de transition qu'il y a autour des champs. Ça leur laisse un petit peu plus de chance là, de survie. Oui. Bien, c'est ça, dans le fond, cette structure-là vise à imiter une petite grange. Dans le fond, tout ce que les oiseaux comme l'hirondelle rustique a besoin, c'est de pouvoir faire son nid en bout, accroché sur une surface poreuse comme le bois et qui soit à l'abri des intempéries. Donc, faire une espèce d'abri comme ça, c'est idéal pour elle. Donc, elle peut arriver par en dessous. Puis, nous, pour l'aider à accrocher son nid en plus, pour lui donner des chances, on a mis des petits coupoles en bois qui étaient faits par un menuisier qui peut aider là, à installer le nid debout. Mais on a aussi, on s'est dit, on va essayer plusieurs petites techniques. On va voir si l'hirondelle rustique préfère une façon ou une autre. C'est pour ça qu'on a mis aussi des gros clous à certains endroits. Des fois, ça peut être suffisant pour elle. Là, asseoir le nid dessus. Asseoir le nid pour éviter qu'il tombe. Parce qu'une des choses que ceux qui ont des nids d'hirondelles rustiques dans leur grange, une des choses qui leur arrive d'observer, c'est que le nid ne tient pas, il tombe. Oui, oui. Pour des raisons nébuleuses, mais c'est des choses qui arrivent. Bon, on en parlait aussi tout à l'heure. Hein, des fois, le milieu agricole a changé. Moi, c'est mon hypothèse. Je me dis, si le sol est plus pauvre puis que l'hirondelle a fait son nid avec une boue appauvrie, ça peut faire en sorte que la boue est moins efficace aussi. Oui, puis je ne sais pas si tu as vu passer un article où il disait que possiblement, il y a une étude qui se fait, que les hirondelles, avec les pesticides, leur salive n'aurait plus la colle qu'il faut pour faire le mélange, pour le coller comme il faut. Mais moi, ça va dans le sens de ce que je crois. Je me dis, toute la biodiversité invisible qu'il y a dans le sol, les micro-organismes, tout ça, qui disparaissent carrément avec les pesticides et puis les techniques d'aujourd'hui, c'est ça, enlèvent des propriétés qui sont indispensables à une bonne boue pour faire un bon nid. Parce que l'hirondelle à front blanc, c'est la même chose. Souvent, ils ont de la misère à finir leur nid. Ils tombent avant même qu'ils soient tous construits. La structure, ça fait, c'est son 3e printemps qui est debout ici. Elle n'a pas encore été utilisée par l'hirondelle rustique, qui, on sait, quand même, c'est un oiseau qui est présent dans le secteur. Mais il y a un merle d'Amérique qui a profité là, des coupoles qu'on a installées. Mais on reste patient là, pour la suite. J'espère bien qu'à un moment donné, un hirondelle rustique va le découvrir. L'agriculture plus intensive qu'on connaît aujourd'hui va favoriser davantage ce qu'on appelle le groupe des oiseaux noirs, carouge à épaulettes, les tourneaux sansonnets. Souvent, c'est des oiseaux parce que c'est des oiseaux généralistes qui s'adaptent super bien à n'importe quelle sorte de conditions. Donc, les monocultures ou les zones de terrain plus stériles, je pourrais dire, ou qu'il y ait des bâtiments, pas de bâtiments. Tu sais, c'est des oiseaux qui s'adaptent très bien. Puis, comme les autres sortes d'oiseaux qui sont dérangés par le nouveau paysage agricole s'en vont, bien, ça laisse la place libre, là, finalement, à ces oiseaux-là qui, eux, n'ont pas de difficulté. Je trouve que dans Port-Neuf, puis j'ai pas peur de le dire, là, principalement dans l'ouest de Port-Neuf, il y a encore une très belle biodiversité en milieu agricole. Il y a encore beaucoup de champs de
pas trop grande superficie, avec des zones de transition. Puis ça, c'est magnifique pour la diversité des oiseaux, là. C'est fantastique. Il y a peut-être le type de sol qui a favorisé à ce que la culture plus extensive n'ait pas pris place. Entre autres, ici, le sol calcaire là, consolidé est vraiment pas loin. Donc, c'est difficile de labourer ou disons, jouer avec le niveau des champs en profondeur parce que le calcaire est très proche. J'imagine que c'est un des facteurs qui fait que l'agriculture ici, elle a gardé une échelle qui, ma foi, est encore proche de celle des années 50, en ce qui a trait là, de la configuration des terres agricoles. C'est vrai. Il y a une différence. Quand les sols sont très beaux, les grandes surfaces, puis oui, puis que c'est facile. la grosse machinerie, puis on comprend les agriculteurs. C'est plus facile. C'est comme les pesticides. Moi, j'en parlais dans une émission, puis je disais, il faut comprendre les agriculteurs, c'est ce qu'ils leur est offert. Le jour où on va leur offrir quelque chose de mieux, ils vont être les premiers à le prendre. Ah oui. Ça, puis je pense que la plupart des gens feraient la même chose. Oui. Ils ont quand même énormément de contraintes dans leur pratique agricole. Oui. Ils doivent produire beaucoup, souvent à des conditions climatiques toujours inattendues, difficiles. Sont un des rares corps de métier aujourd'hui qui c'est du 7 jours sur 7, souvent 16 à 20 heures par jour. Oui, exactement. Donc, c'est normal qu'ils cherchent des moyens de se faciliter la vie. Un peu. Mais il faut un peu... Je pense que c'est à toute la société. C'est pas de cause agriculteur, je pense, à changer les choses. C'est vraiment... Il faut que ce soit un mouvement de société puis que chacun vienne s'épauler pour que finalement il y ait un meilleur équilibre là, qui prenne place. On fait beaucoup de plantations d'arbustes, beaucoup de plantations d'arbres. Puis vraiment, il y a des régions, là, des endroits mi-agricoles où on est parti de cours d'eau vraiment qui avaient l'air d'un fossé, ligne droite, eau brune, avec des berges, pas de végétation, beaucoup d'érosion, à aujourd'hui, un cours d'eau sinueux, avec des roches, avec plein d'arbres autour qui font de l'ombrage. Puis souvent, nous, il nous a suffi de planter, d'ajouter quelques petits seuils de roches à certains endroits pour dynamiser l'eau, pour qu'il y ait différents courants, de l'aération, c'est ça, puis différents courants d'eau. Puis le reste, la nature s'en est occupée. Avec cette dynamisation-là, que nous, dans le fond, on a juste comme fait, été la bougie d'allumage. Puis tout se remis en place. Tranquillement, bien, les feuilles tombent, les arbres tombent de temps en temps. Fait que là, ça change un peu le relief. Le cours d'eau, lui, continue de circuler à travers tout ça. Puis la diversité du relief fait qu'on attire une biodiversité qui s'installe avec ça, finalement. Tu vois, une bande riveraine, c'est juste les branches qui s'avancent au-dessus de l'eau. C'est très important pour le poisson. Le poisson, dans le fond, ça lui crée de l'ombre, puis des abris. Mais en plus, les branches comme ça au-dessus de l'eau, bien, tous les insectes qui se promènent à travers les branches puis qui finissent par tomber dans l'eau, les poissons le savent. C'est des zones d'alimentation importantes. Ils gardent la température de l'eau plus fraîche. Exact. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va privilégier, par exemple, des essences d'arbres à croissance rapide, comme le peuplier hybride, mais en sous-étage, on va planter des arbres à croissance lente, comme le chêne, par exemple, le chêne rouge. Quand un va mourir, l'autre va avoir pris la place. Au bout d'à peu près 15 ans, le peuplier, là, est pas mal prêt à tomber, mais le chêne, lui, il va déjà être une belle hauteur. Puis on mixe ça avec des arbustes, évidemment, là, pour s'assurer différentes strates végétales. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Les différentes strates végétales sont utiles à différentes espèces. Puis les oiseaux, notamment, sont réputés pour ça. Puis c'est pour ça que je trouve que les oiseaux sont de bons indicateurs de biodiversité. Parce que plus tu as de diversité d'oiseaux, c'est un signe que tu as une bonne diversité de végétaux. Il y a des oiseaux qui aiment fréquenter vraiment la cime des grands arbres. Il y en a d'autres qui aiment les gros arbustes. Il y en a qui aiment les petits arbustes. Il y en a qui aiment les herbacées. Puis j'irais même jusqu'à dire qu'il y en a qui aiment les arbustes qui, leurs branches, touchent à terre. Tu sais, ils ont vraiment des choix. Oui, il y a des besoins très précis.
dans le fond, ce que j'essaie beaucoup d'envoyer comme message, c'est que oui, les oiseaux sont importants, mais en fait, c'est toutes les pratiques et toute la biodiversité qui est importante. L'un va avec l'autre. Si on améliore ces pratiques agricoles pour faire attention à la qualité de l'eau, automatiquement, on favorise le milieu pour les oiseaux, pour les insectes, pour une panoplie d'autres espèces. Donc, tout va ensemble, puis c'est souvent le message que j'aimais transmettre aux agriculteurs. C'est non seulement ils vont encourager, faciliter la nidification des oiseaux. Ces oiseaux-là vont leur rendre service aussi. Ils vont être des prédateurs des insectes ravageurs de leur culture. Ils vont en même temps, en implantant des arbres, des arbustes, des bandes riveraines ou en implantant des semences de couverture à travers leur culture, là, des semences végétales, en le fond, pour éviter qu'il y ait des zones à nu, de sol à nu sur leur terrain. Tout ça, faire en sorte que la qualité de l'eau va être meilleure dans les cours d'eau. Puis ça aussi, c'est les espèces qui vont en profiter. Puis, dans le fond, leur terre va être en meilleure santé. Donc, leur culture plus facile va nécessiter peut-être moins de pesticides, moins d'engrais. La friche, qui est aux yeux de beaucoup d'êtres humains un endroit abandonné, pas entretenu, c'est un milieu de vie. C'est un milieu de vie. C'est un milieu de vie, exact. C'est vraiment... Puis on essaie, nous, en collaboration avec le Centre de recherche en foresterie de Sainte-Foy, le CERFO, cette année, puis les 2 prochaines années, là, on a un projet en collaboration pour justement encourager des agriculteurs à mettre en valeur les friches sur leurs terres. Okay. Puis ici, on a un bel exemple de friche. En fait, les agriculteurs ici ont choisi, en plus de la zone de transition, de la bande riveraine du cours d'eau, de laisser une portion de champ en friche. Puis là, bien, on le voit, là, on a une belle friche diversifiée, des arbustes à différentes hauteurs. Entre autres, je vois, on a du saule, on a des jeunes pousses de peupliers, mais on a aussi une belle diversité végétale au niveau des herbacées, là, de l'eupatoire, de la verge d'or. Je vois du cornouiller stolonifère. Il y a vraiment là, plein d'espèces. Puis là, les abeilles en profitent, les oiseaux en profitent. Ça, c'est vraiment une belle friche. C'est le genre de friche qu'on aime favoriser, mettre en valeur en milieu agricole. C'est un beau coupe-vent aussi pour ceux qui font des cultures à côté. Absolument, absolument. Il y a beaucoup d'oiseaux qui recherchent les friches, qui recherchent les milieux de transition. Tu sais, que c'est ni champ ni forêt. Donc, ces oiseaux-là qui ne nichent que dans les friches ou dans les milieux de transition, bien, ils ont de moins en moins accès à ces zones-là aujourd'hui parce que les friches sont soit systématiquement transformées en culture ou en plantation ou laissées aller de façon à ce qu'à un moment donné, on se retrouve à un milieu forestier. Il y a de plus en plus de programmes là, qu'on essaie d'encourager les agriculteurs, les gens en général, là, de conserver des friches sur leurs terres agricoles, de faire des aménagements, comme par exemple faucher seulement une fois par année pour éviter que les arbres Les semences sont là qui vont se reprendre. Puis, mais que le reste du temps, on a de l'herbe haute, quelques petits arbustes, puis que ça profite à soit les oiseaux, soit la petite faune, ou même d'autres espèces comme le cerf de Virginie. J'ai été agréablement surprise de voir à quel point les agriculteurs, même s'ils n'ont pas tant de temps que ça de se préoccuper des oiseaux, ils ont l'amour des oiseaux. Puis souvent, je venais les voir, puis elle me dit, tu me fais penser à quel point, quand j'étais jeune, il y avait telle sorte d'oiseaux, puis que ça fait au moins 15 ans que je n'ai pas vu. Puis là, bien peut-être que, tu sais, ça a changé beaucoup tes pratiques agricoles. Ah ben oui, on s'est développé, on a changé, on a plané nos champs, tout ça. Puis là, il peut faire des liens avec tout ça. Puis à partir de ce moment-là, bien, on discute avec eux de toutes sans remettre en question complètement leur agriculture, qui est quand même leur
leur plan d'affaires, là, d'essayer de voir à tous les endroits qu'on peut faire des petites modifications qui vont être bénéfiques. Des fois, c'est juste d'élargir un peu une bande riveraine déjà existante. Trouver des moyens d'aller moins souvent au champ dans la période du printemps. Ben là, telle intervention qu'on faisait, on pensait peut-être arrêter de le faire, mais là, avec ce que tu me dis, j'arrête cette année. Fait que souvent, c'est un plus ouais. D'avoir convaincu là, les gens. Exactement, oui. En environnement, je travaille là-dedans depuis longtemps. Je suis très sensible à tout ça. Puis ces années-ci, moi, ce qui m'inquiète le plus, ce qui me préoccupe le plus, c'est la disparition de l'invisible. C'est ça qui me préoccupe parce que si ça disparaît, puis c'est autant valable dans les sols que dans l'eau, là, c'est vrai qu'on est sur une pente inquiétante. C'est pour ça qu'il faut... Mais il y a encore temps de faire des changements positifs. Oui, OK.